Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lautier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliancy, médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport, avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Alors vous connaissez sûrement les casques de réalité virtuelle qui nous plongent dans un environnement numérique. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment des athlètes utilisent cette technologie dans le cadre de l'optimisation des capacités d'anticipation. Alors pour cela, on est avec Gilles Montagne. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Baptiste. Alors Gilles, tu es professeur à l'Université Aix-Marseille et coordinateur du projet REVEA. Et nous sommes aussi avec une athlète de l'équipe de France, Héloïse Delataille. Bonjour Héloïse. Bonjour Jean-Baptiste. On est à l'Université d'Aix-Marseille, à la Faculté des sciences du sport, Gilles. Au sein de la Faculté des sciences du sport, on est dans le laboratoire qui s'intitule Institut des sciences du mouvement, qui fait partie du réseau Carnot et qui est rattaché en particulier à l'Institut Carnot-Star. Et donc le but du réseau Carnot, c'est de faire passer des projets de recherche sur le marché en lien avec les acteurs socio-économiques. Absolument. L'idée, c'est de promouvoir la recherche partenariale en lien étroit avec le tissu socio-économique et les entreprises. Et donc Héloïse, tu as 24 ans, tu es sprinteuse de l'équipe de France, donc spécialiste du 100, 200 et 4 x 100 mètres. Tu vises une qualification olympique sur le 4 x 100 mètres. Où est-ce qu'on en est là ? J'essaie de sélectionner le relais pour l'événement qui a lieu cet été aux Jeux Olympiques à Paris. Et individuellement, je me classe 6e française sur le 60 mètres en salle au championnat de France cet hiver. Et donc la qualification du relais, elle se jouera aux mondiaux de relais aux Bahamas. C'est ça, début mai, il va y avoir un mondial de relais, donc il va y avoir tous les relais. Et il va y avoir des séries et des finales qui va pouvoir sélectionner les relais soit à la place, soit au chrono. Si par malheur les relais français n'arrivent pas à se sélectionner sur cette compétition, il y aura d'autres compétitions dans la saison où les relais vont pouvoir se classer au temps et espérer être sélectionnés. Et si le relais est qualifié, tu sauras fin juin si tu fais partie des 6 chanceuses qui participeront aux Jeux Olympiques. Oui, parce que la sélection sort, toute la sélection française sortira fin juin. Bon ben, on le souhaite. On va revenir sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans ton entraînement. Gilles, en quoi ça consiste cette technologie sur laquelle vous travaillez ? Alors il faut savoir que chaque athlète est muni d'un casque qui va lui permettre d'être immergé dans un stade virtuel qui est une réplique à l'identique du Stade de France. On a essayé de se rapprocher le plus possible du théâtre des Jeux Olympiques avec le son également qui est intégré et l'athlète va être placé en situation de receveur dans le relais et il va voir approcher des avatars, des jumeaux numériques de partenaires et d'adversaires et on va travailler sur sa capacité à initier sa course au bon moment. Donc tous ces avatars ont été construits dans le cadre du projet sur la base de captures de mouvements réalisées in situ sur le terrain. Et donc c'est de véritables jumeaux numériques des partenaires et des adversaires auxquels les athlètes vont être confrontés. Donc il y a des athlètes de l'équipe de France qui ont été modélisés. Et donc dans certains de tes entraînements, Héloïse, il y a tes camarades du relais que tu vois à travers le casque. C'est ça. Bon, des fois on les reconnaît, des fois non, mais... Oui, parce que c'est reconnaître à la manière de courir, pas vraiment le même faciès. C'est ça. Et donc pour avoir mis le casque, on est vraiment au Stade de France, on reconnaît le Stade de France. Vous avez même mis la piste violette qui sera pour les Jeux Olympiques. Quel effet ça fait, Héloïse, d'être au Stade de France ? Mais on s'y projette complètement en fait, même quand on fait des passages, des fois on sort de la zone de détection du casque et en fait on a peur parce qu'on sort d'une réalité et honnêtement oui on s'y croit, on est à fond dedans et il y a le son et on est vraiment immergé. Oui, j'ai pu essayer, c'est vrai qu'on a le son, on entend les supporters. Pourquoi utiliser le cas du relais du 4 x 100 mètres avec cette technologie ? Qu'est-ce qui est important ? La performance au relais dépend de la capacité de l'équipe à faire parcourir le témoin le plus rapidement possible, le tour de piste. Et il ne suffit pas d'aller vite, il faut également préserver la vitesse du relais lors des transmissions. C'est lors des transmissions que se joue la plupart du temps la gagne dans ce type de compétition, avec le danger de perdre du temps lors de la transmission, voire même de transmettre le relais plutôt hors zone, ce qui se traduit par une disqualification de l'équipe. Donc la clé, c'est le moment où on initie la course. Oui, absolument. Et ce moment doit correspondre avec le passage du partenaire sur une marque qui est placée au sol à une distance variable entre 7 mètres et 9 mètres du relayeur. C'est quoi l'enjeu pour vous d'utiliser ça par rapport à un entraînement classique ? D'abord, ça permet de moins fatiguer toute l'équipe, d'éviter des cas de blessure parce que quand on est en situation réelle, pour lancer le relais, il faut que celle qui passe le témoin ait quand même de la vitesse, donc fasse plus de 50 mètres pour passer le témoin comme en compétition. Arriver en sprint. C'est ça. Après, quand on reçoit le témoin, on doit faire au moins 30 mètres pour avoir un maximum de données. Donc là, c'est vrai qu'on fait
plusieurs passages. C'est pas trop fatigant, c'est peut-être plus nerveux que physique et donc on peut faire beaucoup plus de passages. Et est-ce qu'on reconnaît bien, on voit la même chose à travers le casque qu'à l'entraînement? Le moment où on doit initier la course, c'est les mêmes repères, on ressent les mêmes choses? Sont les mêmes choses. Après, au niveau des repères, bon, il y en aura un petit peu plus sur une vraie piste, mais après, on s'habitue à la réalité virtuelle et on prend d'autres repères, donc c'est pas dérangeant du tout. Alors, quels sont les marqueurs qui sont identifiés pour vraiment analyser le bon mouvement, la bonne initiation de la course? Le point de départ, c'est faire en sorte que l'athlète porte un casque de réalité virtuelle. Non, mais ça suffit pas. Il faut en plus rajouter des capteurs, des trackers sur certaines parties du corps. Par exemple, on met un tracker sur chaque pied de manière à représenter dans l'environnement virtuel les pieds des athlètes. Il y a également un tracker qui est positionné au niveau du dos, du bas du dos. Et enfin, il y a un capteur dans le casque, un capteur inertiel en fait. Et grâce à ces 4 capteurs, on va pouvoir repérer des événements importants que sont l'initiation du mouvement préparatoire, la rotation de la tête qui correspond au dernier moment lors duquel l'athlète peut prélever l'information sur la tête qui approche. Avec son regard. Et enfin, l'initiation proprement dite de la course. Donc ces 3 événements en fait sont des marqueurs qui nous permettent de caractériser précisément le comportement de l'athlète et puis si nécessaire de l'optimiser grâce à ce dispositif. Quel est le premier? D'abord le regard? Est-ce que c'est d'abord le déplacement du pied, du bassin? Ça part d'où en fait? Ce que vous appelez, je crois, la vague. Oui, alors en fait, c'est un ensemble, hein. Tout est important pour bien partir, pour réceptionner le témoin. La préparation, on l'appelle la vague, donc c'est au moment où en fait, on va descendre pour pouvoir avoir un maximum de levier et pouvoir commencer notre départ. Plus on la commence tôt, mieux on sera préparé, on ne sera pas dans la précipitation du mouvement. C'est idéal de la préparer le plus tôt possible. Après, il faut être assez stable, donc les marqueurs au pied sont importants. Et le moment qui va être déterminant, ça va être quand notre coéquipière passe sur la marque donnée par les coachs, le moment où on va lever le pied. Et là, ça va être le moment où on va déterminer si on est parti avant ou après la marque, donc anticipé ou en retard. Et après, le regard, comme disait Gilles, si on part trop tard et qu'on a décroché le regard vraiment trop tôt, avant de lever le pied, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si notre partenaire il s'est blessé, s'il a fait tomber le témoin. Donc il faut réussir à décrocher le regard tard, voilà, sans partir trop tard. Exactement. Ouais, donc c'est vraiment une combinaison. Ça fait combien de temps que tu utilises cette technologie, toi? Alors là, ça va faire du coup 3 ans. Et puis là, je l'utilise très régulièrement depuis un mois et demi, où je viens toutes les semaines pour faire des sessions et voir mon évolution. Oui, donc là, il y a eu une accélération dans ton entraînement avec cette technologie, dans le but de la préparation au JO. Oui. Alors, comment ça fonctionne une séance? Donc, tu fais beaucoup plus d'essais que sur la piste? Beaucoup plus, parce que sur la piste, on doit en faire une vingtaine maximum sur un jour. Là, sur des sessions, je fais 40 départs, c'est pas dérangeant, c'est pas fatigant. Peut-être juste nerveusement, je me blesse pas et le geste est le même. Tu te blesses pas parce que tu as besoin de moins courir. Oui. Là, on a vu tout à l'heure à l'entraînement, tu es dans une salle, donc tu fais 5 mètres? À peu près. Et alors, depuis cette utilisation, quel impact tu as eu? Est-ce que tu as observé une progression? Comment tu vois les choses? Déjà, on voit le comportement que j'ai sur les différentes charnières. Donc, une charnière, c'est premier passage, deuxième passage et troisième passage de témoin. Oui, parce qu'il y a des passages différents. Oui. Soit on est après un virage, soit on est au début d'un virage. C'est ça. Grâce à la réalité virtuelle, j'ai pu voir mon comportement, mais aussi j'ai pu progresser sur le moment où je pars, où j'initie ma descente, donc la vague. C'est très utile. Donc tu observes une progression, plus de régularité peut-être, plus de... Oui. On l'a pu le voir tout à l'heure, de toute façon, dans tes résultats, il y avait une certaine régularité. Vas-y Gilles. Dans la salle, oui, 5 mètres, sachant que on peut déployer la solution également dans des gymnases ou sur des stades avec des zones d'évolution beaucoup plus importantes. C'est l'intérêt d'avoir à un moment donné changé de technologie et être passé d'une technologie avec fil à une technologie sans fil. Et à terme, on pense également pouvoir s'affranchir des caméras et de sorte qu'on n'aurait plus de limitation en fait sur la zone d'évolution des athlètes. Et donc, ce faisant, on va se rapprocher énormément des situations de terrain. Juste préciser qu'en plus de ces 3 événements dont on parlait, là, l'initiation de la vague, le décrochage du regard et l'initiation de la course proprement dite, on a également la possibilité de repérer les stratégies de prise d'information visuelle parce qu'on a un eye tracker, donc un système qui permet d'enregistrer à tout moment la direction du regard de l'athlète en référence à des zones d'intérêt que l'on peut définir nous-mêmes, qui sont placées par exemple sur la marque, sur l'athlète qui approche, sur les adversaires, et donc on va pouvoir caractériser les stratégies de prise d'information et identifier les stratégies les plus efficaces
en établissant des corrélations entre ces stratégies et la performance de l'athlète. C'est-à-dire que tous les athlètes n'ont pas la même stratégie de prise d'information naturellement? Les premières données qu'on a récupérées montrent clairement qu'il y a des typologies, qu'il y a des manières différentes de prélever l'information. Et il se trouve que certains accordent la priorité aux partenaires, d'autres à des zones intermédiaires entre le partenaire et la marque. Et ces stratégies n'ont pas la même efficacité. Donc on va pouvoir repérer, grâce à ce type de dispositif, les stratégies les plus efficaces et puis ensuite faire éventuellement des recommandations aux athlètes et ou aux coachs. Et alors la stratégie la plus efficace, est-ce qu'elle dépend de chaque athlète ou alors finalement on peut avoir une théorie de quel marqueur il faut regarder pour avoir la bonne stratégie? Ou c'est secret? En fait, non, c'est pas secret et j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de stratégie ultime efficace, que tout est fonction de l'athlète, de ses capacités d'accélération, de ses propriétés anthropométriques, et à chaque athlète va correspondre une stratégie la plus efficace en lien avec ce qu'il est capable de faire. Du coup, il est illusoire que de vouloir imposer une stratégie idéale à un athlète. Tout est fonction de ses capacités et des ressources qu'il va pouvoir déployer. Tu as travaillé toi sur les marqueurs à regarder, Héloïse? On le fait naturellement, donc au final, j'ai déjà un comportement qui est Optimisé? Voilà, je vais commencer par regarder le partenaire, puis ensuite je vais regarder la distance du partenaire par rapport à la marque. Ensuite, je vais trouver une zone intermédiaire, je crois, pour initier tout le processus. Et ça, finalement, tu le savais pas avant d'utiliser ça, la manière dont ton regard se posait? Ouais, en fait, ça a mis des mots sur le comportement que j'avais. Oui, parce que là, donc il y a eu tout à l'heure 40 essais par bloc de 10, et à chaque fois, après les blocs de 10, tu avais des résultats. C'est ça. Et du coup, on discutait et je voyais ce qu'il fallait modifier, ce qu'il fallait que je fasse pour les prochains blocs de 10. Au final, on corrige plus vite ce qu'on doit faire et on intègre mieux. Et est-ce que tu ressens si tu as fait un bon départ? Comment tu arrives à savoir ça? C'est la même chose, on voit comme sur une vraie piste, comme en situation réelle. On sait si on est parti trop tôt, si on est parti trop tard. Pareil pour le regard. On le sent, on le sait. D'avoir le résultat concret directement, ça valide en fait notre ressenti et on peut le modifier sur l'essai suivant. Oui, parce que sur une piste d'entraînement, tu as le résultat quand? Généralement, c'est le lendemain où on fait des analyses vidéo, tous en Oui, groupe. parce que c'est des départs filmés, c'est ça? C'est ça, c'est tout le temps filmé. On a le compte rendu finalement le lendemain, tous ensemble, et on fait un débrief. Et le jour même, c'est pas hyper précis, mais on a quelques retours des coachs. Tout à l'heure, on parlait de la plus-value du casque de réalité virtuelle. Bon, outre le fait qu'on remplace des partenaires d'entraînement par des avatars qui sont infatigables, il y a aussi cette possibilité de restituer de l'information quasiment en temps réel. Là où, comme le disait Louise, dans les procédures d'entraînement classiques, cette restitution d'information est faite en temps différé. Donc ça va être beaucoup plus facile, avec un retour d'information quasi simultané, d'optimiser même de manière infraconsciente, des processus. Oui, disons que ça aide à apprendre plus vite pour progresser plus vite, mais à la fin, il faut quand même passer un relais sur une piste. L'idée, c'est pas de remplacer le terrain, hein. C'est-à-dire que nous, la solution que l'on propose, on la voit comme étant très complémentaire en fait. Ça a des avantages, ça a un certain nombre d'inconvénients. L'avantage, c'est l'immédiateté du retour d'information, c'est sa précision aussi, c'est presque à la milliseconde près, là où sur le terrain, c'est beaucoup moins facile de restituer l'information précise. L'inconvénient, c'est que on n'est pas dans la vraie vie et qu'on est dans une réalité virtuelle qui est très proche de la vraie vie. Donc il faut vraiment percevoir ces deux méthodologies d'entraînement comme fortement complémentaires. Et Louise, ça fait 3 ans que tu participes à ce projet qui a été donc lancé il y a 3 ans, mais qui est effectif depuis 1 an parce qu'avant il y a eu un gros travail. Donc le projet REVEA. Voilà, le projet REVEA en fait porte sur l'optimisation de la performance chez les sportifs de haut niveau avec 3 volets: gymnastique, boxe et athlétisme. Et nous, là, on parle bien de la partie athlétisme. Et donc, il a fallu dans un premier temps développer la solution technologique, développer également une application qui fonctionne avec la solution, et puis faire un certain nombre de tests. Et c'est un vrai travail de co-construction entre la Fédération française d'athlétisme, à savoir les entraîneurs et les athlètes et les chercheurs. C'est ce travail de co-construction qui a permis aujourd'hui de proposer cette solution qui a été effectivement déployée il y a 1 an. Et alors le but, c'est quoi? C'est de la transmettre à plusieurs autres fédérations? La suite, c'est donc là, on la déploie auprès des athlètes de haut niveau pour commencer, parce que la commande portait précisément sur l'optimisation de la performance chez les athlètes de haut niveau. On va aller au bout de cette première commande déjà, et ça va supposer de faire encore évoluer notre solution technologique. Là, on travaille avec des casques sans fil. À terme, on va également faire l'économie de caméras qui permettent de repérer l'emplacement des trackers, de manière à avoir des kits qui vont pouvoir être déployés dans les clubs, auprès de la fédération. Et puis, progressivement, on ambitionne de mettre la solution technologique à la portée de pratiquants de moindre niveau, dans une optique d'optimisation de la performance et de formation. Tu commençais à parler finalement du futur de cette technologie. Donc le futur, vous êtes passé déjà des casques avec fil
au casque sans fil. C'est quoi finalement l'avenir de la réalité virtuelle dans ces cas d'usage? Alors tu as raison, donc on s'est affranchi du fil, donc on fonctionne avec des casques sans fil. On a toujours des trackers et on a des caméras qui sont censées être utilisées pour faire l'acquisition des données des trackers. La prochaine évolution, ça va être de fonctionner avec des trackers autonomes. On n'aura plus besoin des caméras, on aura juste besoin du casque de réalité virtuelle et de ces trackers autonomes. Et puis si on fait, alors c'est pas de la science-fiction, hein, on peut imaginer dans un futur relativement proche avoir des systèmes C'est quoi proche? je dirais, oui, quelques années, avoir des systèmes de réalité mixte avec des athlètes qui porteraient des casques, qui seraient sur le stade d'athlétisme, ils verraient la vraie vie, la réalité, et on incrusterait en fait dans ces casques, dans ces interfaces, des avatars, uniquement les avatars des partenaires et des adversaires. Donc ce serait la même chose, sauf que l'athlète pourrait courir sur toute la piste. On préserverait l'environnement naturel, le stade d'athlétisme, et on utiliserait la technologie pour faire apparaître des avatars dans un système totalement paramétrable. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours continuer à jouer sur la présence ou non d'adversaires, sur la vitesse d'approche de l'avatar, sur pourquoi pas l'emplacement de la marque aussi, mais en préservant l'information naturelle disponible sur un stade d'athlétisme. Le fait que tu sois depuis le début de ce projet, tu as donc vu les évolutions du casque avec fil au casque sans fil, Héloïse. Qu'est-ce que ça a changé déjà pour toi? Ça a changé beaucoup de choses parce qu'avec le fil, on était plus sur la retenue, on savait qu'il y avait les caméras et que du coup, on était un petit peu plus restreint. Là, sans fil, on est beaucoup plus libre et finalement, en fait, on se lance beaucoup plus facilement et on y croit vraiment encore plus. C'est vraiment le top et moi, je crois en cette technologie et tout ce qui va avec. Eh ben, merci à vous deux de nous avoir fait découvrir l'impact de la réalité virtuelle sur l'optimisation de la performance et de ta performance, Héloïse. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.